Donc, bonjour à tous. Merci de vous être joints à nous pour ce webinaire. Donc, je rappelle quelques petites règles pour les nouveaux arrivants, donc de bien couper vos micros. On va privilégier plutôt les questions via le chat, donc n'hésitez pas à mettre vos questions. C'est Amélie donc, qui sera en charge des questions que nous poserons à la fin de chaque exposé. Pensez bien à vous renommer avec nom et prénom afin qu'on puisse établir la liste des présents au webinaire. On en a besoin. Et juste pour vous informer que le webinaire sera enregistré de manière à pouvoir le mettre sur YouTube et de pouvoir le revoir si besoin ou de le diffuser à des consoeurs, confrères. Donc là, ce webinaire, il est, comme son nom l'indique, c'est mieux accompagner la grossesse afin de favoriser le travail pluriprofessionnel qui nous tient à cœur dans nos CPTS de l'Inter-CPTS. Donc ce webinaire est organisé par l'Inter-CPTS qui regroupe 7 CPTS. Donc on va d'abord aborder la présentation du parcours par Dr Estadieux, présidente de la CPTS Val d'Orge. L'entretien prénatal précoce par Céline Eustache, sage-femme à Gif-sur-Yvette. La prévention bucco-dentaire pendant la grossesse par Johanna Brun, dentiste aux Ulysses. Et l'importance de l'alimentation pendant les 1000 premiers jours, pas que l'alimentation, mais par Laurence Benedetti, médecin à Villemoisson-sur-Orge. Donc, nous allons commencer. Excusez-moi. Voilà. Donc, la périnatalité, que voulons-nous? Nous avons essayé de construire ce parcours de manière à favoriser donc, le travail pluriprofessionnel et d'éviter les ruptures de parcours de soins pour les femmes pendant la grossesse, qui est le sujet du jour, mais aussi, nous avons aussi un autre parcours sur la rupture de soins gynécologiques. Donc, le but, c'est de mettre en lien tous les différents intervenants pour accompagner au mieux la femme enceinte, de manière à favoriser le nombre d'entretiens prénatal précoces qui est maintenant devenu obligatoire et la consultation de prévention bucco-dentaire, car ces chiffres ne sont pas très bons dans notre département. Donc, nous avons construit ce parcours en fonction de ces chiffres-là aussi. Donc, comme je vous le disais, il y a 2 parcours existants, périnatalité et rupture de soins gynécologiques. Nous travaillons, pour vous présenter un petit peu au niveau de l'Inter-CPTS, nous travaillons aussi actuellement sur les violences intrafamiliales, notamment par rapport à la rupture de soins gynécologiques avec un axe aussi sur les femmes en situation de handicap. On travaille sur les sorties de maternité, voilà, de manière à améliorer le lien ville-hôpital, de coordonner le lien ville-hôpital. Nous allons vous proposer au cours de l'année sûrement un webinaire sur l'endométriose en lien avec le réseau EndoSud, et donc afin de coordonner le lien ville-hôpital aussi, de travailler sur tout ce qui est périnatalité et psychisme en périnatalité. Voilà un petit peu nos différents axes de travail pour cette année. On voulait quand même vous les présenter grâce à ce webinaire. Donc, je passe la parole maintenant au docteur Christine Estadieux. Bonjour, je suis Christine Estadieux, je suis médecin généraliste à Morsan-sur-Orge. Et donc, je vais vous présenter la spécificité du parcours périnatalité qui a été déjà écrit depuis un an, mais qui a un peu mûri aussi dans nos esprits pour voir comment est-ce qu'il faut le mettre en musique. Et nous comptons sur vous tous et toutes pour cela et pour le diffuser et se l'approprier dans un travail pluripro et en lien aussi avec le post-accouchement ensuite. Diapo suivante. J'arrive. Alors en fait, dans ce parcours, il y a 2 entrées possibles. L'idée
rentrer dans le parcours soit la femme dès le souhait de grossesse, c'est-à-dire d'anticiper vraiment en amont avec un accompagnement tout de suite, soit à la date de grossesse confirmée. Ce parcours est un parcours ensuite de suivi qui va être tourné vers des alertes que je vous présenterai ensuite. Les objectifs de ce parcours, comme vous l'a dit Anne-Sophie, c'est de coordonner tous les professionnels de santé sur tous les événements et sur tout le chemin de grossesse, qu'ils soient inclus dans la grossesse ou qu'ils soient à côté, c'est-à-dire des événements qui peuvent interférer sur la grossesse, la vie de la femme, d'améliorer la prise en charge pluriprofessionnelle avec des objectifs, comme vous l'a dit Anne-Sophie, tournés vers la prise en charge médico-dentaire et le PP qui est en retard, mais aussi une coordination avec le médecin de famille, avec tous les intervenants possibles autour d'un cercle de soins construit pour permettre à chaque épisode d'être pris en charge, mais aussi à tous les intervenants du cercle de soins de savoir ce qui se passe pour cette personne, qui est leur patiente de toute façon. Et une autre idée aussi, c'est de préparer la sortie d'hospitalisation après accouchement pour que le cercle de soins soit déjà signalé à l'hôpital. Ça, c'est un travail qu'on voudrait vraiment mettre en place pour faciliter les sorties de maternité. Et on travaille aussi là-dessus avec les PMI. Voilà, la suite. Donc, ce parcours consiste en un repérage qui est fait évidemment par une sage-femme, un médecin ou un gynécologue, qui ensuite inclut la patiente, qui au moment de l'inclusion remet à la patiente un document de suivi de grossesse, qui enregistre la patiente, mais qui aussi enregistre l'ensemble du cercle de soins connu, en sachant que ce cercle de soins pourra s'agrandir éventuellement s'il est besoin, mais il y a un minimum, c'est-à-dire le médecin traitant, la sage-femme, le gynéco, la pharmacienne, l'infirmière s'il y en a une, voilà, et puis il peut y avoir d'autres choses. Ensuite, il y a un enregistrement des données de base qu'on a essayé de faire au plus simple pour ne pas trop encombrer cette inclusion. Je vais vous les présenter après. Et évidemment, s'il y a une pathologie préexistante, il faut à ce moment-là déclencher le médecin traitant pour que le contact soit fait directement avec lui ou qu'il prenne le relais s'il y a besoin. Dans le suivi, il y a tout d'abord, dans les alertes qu'on va mettre en place et qui nécessiteront des suivis, des déclenchements, enregistrer ces alertes dans le cahier de liaison numérique de la plateforme. Ensuite, enregistrer les éléments de suivi que je vous présenterai ensuite. Par exemple, comme élément de suivi, si par exemple nous avons un dépistage de trisomie positif, on va déclencher plus rapidement un laboratoire pour le VPNI, le suivi. Si on a un diabète gestationnel, on déclenche le médecin et la diététicienne. Si on a un résus fœtal positif, on déclenche l'infirmière et l'ordonnance d'Eurofilac. Ce sont quelques exemples de déclenchement logique. L'entrée dans le parcours, lors de la première consultation, il faut évidemment l'autorisation de la patiente et une remise de petites cartes. Enregistrer le cercle de soins lors de la première inclusion et le mettre à jour au fur et à mesure. Et possibilité d'inclure sans mettre les données de base pour simplifier les choses. Mais c'est vrai qu'il est quand même idéal d'en mettre un minimum. La suite. Alors, les données de base dont je vous parlais, on a travaillé en travail pluriprofessionnel pour que ça corresponde, que ce soit simple et en même temps que ça corresponde à la réalité. Donc, on vous demande de rentrer le poids, la date de grossesse confirmée ou le souhait de grossesse, les statuts de sérologie toxoplasmose rubéole, le résus de la mère, pathologie préexistante à la grossesse. Si oui, on a vu qu'on déclenche le médecin dès le début de la grossesse. Vulnérabilité identifiée, si oui, on déclenche on ajoute une précision à ce déclenchement et on déclenche éventuellement des ressources au fur et à mesure pour cette vulnérabilité. Les éléments de suivi, alors là, vous avez fait un tableau que je ne vais pas tout vous préciser, vous l'aurez dans le webinaire, c'est fait de manière chronologique. Par exemple, dans ce suivi, le dépistage combiné à 11 semaines peut orienter à un déclenchement de laboratoire. Le résus fœtal positif déclenche l'ordonnance d'Eurofilac. Le diabète gestationnel déclenche le déclenchement de médecin traitant et la diététicienne. Et évidemment, dans ce calendrier,
Vous avez ce qu'il faut penser, ce qu'on connaît tous déjà, et ce qu'il faut penser aussi à l'examen de prévention du commentaire et à l'entretien prénatal, qui sont les deux épisodes qui sont actuellement mis en avant parce que nous avons des retards et des retards de prise en charge ou des non prises en charge. Mais tout le reste, évidemment, est connu, c'est le suivi normal de la grossesse. Suivant. Les alertes critiques dont je vous ai parlé, nous avons listé des alertes qui justifient une consultation aux urgences pour une prise en charge globale et sécurisée. C'est évidemment une tension supérieure à 14,9, des métrorragies, écoulement liquide, brûlure mictionnelle, phosphène acouphène, douleur épigastrique en barre, diminution des mouvements actifs, céphalée ne se tend pas au paracétamol. Ça, ce sont les alertes critiques. Toutes les autres petites alertes qu'on a vues ou que vous connaissez tous peuvent justifier une demande de prise en charge par le médecin traitant ou par un spécialiste sans aller jusqu'à l'hospitalisation, évidemment. D'où l'intérêt du cercle de soins d'emblée. Voilà, j'en ai fini pour cela. L'idée aussi que je voulais compléter, c'est qu'en fait, l'idée, c'est en mettant la patiente le plus tôt dans le parcours, que ce soit généraliste ou spécialiste, nous préparons la sortie maternité. Et ça, c'est très important pour que le cercle de soins se poursuive au-delà avec le suivi de l'enfant, si besoin, évidemment, et le suivi de la maman. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre écoute. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première intervention? Amélie, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, il n'y a rien dans le chat. Il n'y a rien? Donc, on va pouvoir poursuivre. Merci. Sinon, il est toujours temps après de reposer les questions ultérieurement. Je te laisse la parole, Céline. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je me présente, je suis une sage-femme libérale sur la commune de Gis-sur-Yvette. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'entretien prénatal du coup, qui a lieu pendant la grossesse, un atout majeur pour le suivi de nos patientes. Alors, vas-y, tu peux passer. Alors, peut-être qu'un entretien prénatal en soi, c'est un temps d'écoute, d'échange, de partage d'informations personnalisées. C'est un entretien qui est à proposer à tous les futurs parents, les femmes enceintes, et ce, le plus tôt possible après leur déclaration de grossesse. Alors, l'entretien prénatal joue également un rôle majeur dans la prévention des dépressions du postpartum. Il permet à chaque femme de mieux se préparer à la maternité et vient compléter finalement notre suivi lors des consultations prénatales. Cette démarche doit être également considérée comme un moment d'écoute privilégié où les futurs parents peuvent se confier, livrer leurs ressentis, leurs angoisses sur la grossesse sans crainte d'être jugés également. Attention, cette parenthèse d'écoute ne doit pas être vue comme un interrogatoire. Par contre, chaque femme est libre de dire ce qu'elle le veut et ce sans aucune pression du professionnel de santé. C'est bon, tu peux continuer. L'entretien prénatal ne date pas finalement d'hier parce qu'il existe depuis 2007. Il est issu du plan périnatalité 2005-2007, humanité, proximité, sécurité, qualité, mais il a été rendu obligatoire seulement depuis le 1er mai 2020, car les parents ont exprimé un réel besoin d'écoute et d'information. Alors, existe depuis le 1er mai 2020, mais finalement, les chiffres ne sont encore effectivement pas à la hauteur des attentes, car 36,5% finalement des patientes ont déclaré bénéficier d'un entretien prénatal en 2021, dont 57,5% réalisés par des sages-femmes, selon l'enquête Périnat de 2021. L'objectif national était d'atteindre 70% en 2022. Mais concrètement, en soi, nos chiffres, nous, en Essonne, du coup, en 2019, 36,2% des femmes, en fait, ont bénéficié d'un entretien prénatal en ville. Nous n'avons pas les chiffres des entretiens prénataux réalisés dans les maternités, par contre.
En 2020, le chiffre était à 37,2% et en 2021, 42,7%. La cible attendue fin 2022 était de 60,2% sur les sommes, loin derrière les 70% attendus finalement. Alors, pourquoi un entretien pour permettre finalement, comme je le disais tout à l'heure, au couple de rencontrer un professionnel en dehors d'une consultation et en prenant du temps. On va passer d'un temps court finalement de la consultation obstétricale à un temps long pour l'entretien prénatal qui dure en moyenne 45 minutes, voire 1 heure. Pour apporter le soutien dont finalement les couples ont besoin, pour préparer au mieux la naissance de leur enfant dans la maternité de leur choix, pour parler de leurs attentes, de leurs besoins et éventuellement de leur projet de naissance. Alors, je voulais juste m'arrêter quelques instants sur le projet de naissance, car c'est vrai que c'est un atout essentiel pour les patientes et dont on parle beaucoup lors des entretiens prénataux. Alors, le projet de naissance, c'est l'énoncé des souhaits des parents quant au déroulement de la grossesse et à la naissance de leur enfant. Donc, je redisais que le projet de naissance incluait l'organisation des soins, le suivi médical, la préparation, la naissance à la parentalité, les modalités d'accouchement, les possibilités de suivi pendant la période postnatale, y compris les conditions d'un retour précoce au domicile. Il peut être formalisé par un document écrit et rédigé par les parents. Le projet de naissance nécessite un bon échange d'informations et s'élabore dans le dialogue avec la sage-femme ou le médecin qui suit régulièrement la femme enceinte. Il vise une meilleure compréhension et une satisfaction partagée entre soignants et parents. Les destinataires généralement de ces projets sont essentiellement les sages-femmes et les médecins du lieu d'accouchement choisi. Voilà, donc c'est un temps important de l'entretien prénatal que je voulais vous souligner. Cet entretien également, pourquoi? Pour informer tout simplement les patientes du suivi de leur grossesse, mais aussi surtout repérer d'éventuelles vulnérabilités médico-psychosociales et puis pour prendre un temps pour poser toutes les questions qui les préoccupent, un temps que nous n'avons pas forcément lors de nos consultations mensuelles. Et continue. Alors, comment cet entretien va-t-il se dérouler? Il va se dérouler avec la femme seule, mais de préférence avec son compagnon, si c'est possible. Beaucoup de compagnons se déplacent et viennent lors de cet entretien. Il va durer, comme je disais tout à l'heure, de 45 minutes à 1 heure. C'est un temps d'échange. Ce n'est ni un examen médical, ni une ouverture de dossier. Des informations intimes et très confidentielles peuvent être recueillies. Aucune information ne doit être transmise, bien entendu, sans l'accord de la patiente. À l'issue de cet entretien, une fiche de synthèse pourra être remise également à la patiente. Alors, les dimensions de l'entretien prénatal, effectivement, lors de ces 45 minutes à 1 heure, on va aborder des sujets très vastes. Sa santé globale, donc quelles sont l'hygiène de vie, le régime alimentaire, la prise de poids, son activité pour effectivement avoir une idée de son quotidien. On va également évaluer son environnement social et familial. Le domicile est-il éloigné du lieu de travail? Les consultations à la maternité, son moyen de transport, l'aménagement du temps de travail, le télétravail notamment, pour éventuellement avoir une idée des conditions de retour aussi plus tard à la maison. Les conditions du coup de l'accueil de l'enfant, le logement, les revenus, la place du conjoint également très importante. Avec la situation familiale, l'aide dont elle pourra bénéficier également à la maison. Le projet de naissance, du coup, dont je viens de vous parler, et on va aborder énormément son ressenti, son état émotionnel, avec ses conditions de vie, sa perception, et tout son questionnement, ses préoccupations, ses peurs, ses croyances concernant l'arrivée de cet enfant. Alors, qui réalise cet entretien? Alors, tous les professionnels de la grossesse formés à l'entretien prénatal, les sages-femmes libérales en PMI ou en maternité, les médecins généralistes et les gynécologues obstétriciens. La cotation pour les sages-femmes libérales, c'est SF 15 et pour les médecins, c'est C 2,5 pour les médecins généralistes et gynécologues obstétriciens.
Il faut savoir qu'un deuxième entretien peut être réalisé si nécessaire. Cela arrive assez fréquemment, car ce temps finalement de 45 minutes finalement peut paraître parfois court au regard de toutes les questions qu'elles peuvent avoir à nous poser. Alors enfin, un entretien prénatal réussi, c'est tous ces paramètres que je vais vous exposer. Donc, c'est savoir accueillir finalement la patiente, se présenter, énoncer les objectifs et les modalités, offrir un cadre contenant pour nos patientes, savoir également écouter et recueillir les informations avec une écoute finalement active, en accueillant la dimension émotionnelle et accrocher la confiance de nos patientes. Il va falloir également savoir ouvrir et transmettre, ouvrir à des questions simples, en maintenant la bienveillance s'il y a des facteurs de risque. Et puis, bien entendu, il va falloir relier en mettant en place un accompagnement personnalisé, d'où l'importance du réseau autour de nous. Je voulais également vous dire ce que l'entretien ne doit pas être finalement, parce que c'était un peu une redite, mais c'est important d'appuyer ce point-là. Ce n'est pas une consultation classique supplémentaire, ni un examen médical isolé, mais c'est un temps d'échange. Ce temps court qui devient finalement long. Ce n'est pas un dépistage de facteurs de risque, mais l'occasion d'identifier avec les parents les compétences et les vulnérabilités. Ce n'est pas un entretien directif, mais finalement semi-directif. L'ouverture d'un dossier médical, non, ce n'est pas un entretien prénatal, mais c'est un apport supplémentaire pour nous, professionnels de santé, qui suivons les grossesses. D'une position d'investigation, nous avons passé à une position d'accueil. Ce n'est ni un catalogue de conseils, mais finalement l'occasion de transmettre une information individualisée selon les besoins exprimés par nos patientes. Et ce n'est pas un entretien psychothérapeutique finalement, mais l'occasion vraiment d'intégrer la dimension émotionnelle de la grossesse. Voilà. S'il y a des questions, je vous écoute, mais merci pour votre écoute. Nous avons plusieurs questions sur le chat. Je vais les prendre dans l'ordre. Le projet de naissance en Essonne, quelle application réelle dans nos maternités? Est-ce que c'est pris en compte? Alors oui, bien sûr. Alors en Essonne, je dirais dans la France, en Île-de-France et en France, c'est un moment vraiment où on va écrire avec les patientes leurs choix. Alors, on rédige avec elles finalement leurs besoins. Alors, sur des écrits simples, on les pousse à écrire des choses très succinctes qui pourront être lues à leur arrivée en maternité, notamment la sage-femme qui va accueillir la patiente pourra effectivement peut-être avoir une idée des souhaits de la patiente, peut-être accouchement péridurale, s'il y a des désirs particuliers d'allaitement en présence du papa. Mais oui, tout à fait, il est très utile. Alors, effectivement, la charge de travail parfois en maternité font que on peut passer parfois à côté. C'est pour ça qu'on les pousse à écrire des choses très succinctes pour qu'elles puissent être très lisibles par les équipes médicales. Mais oui, c'est un atout et un soutien, notamment en cas effectivement de forte charge de travail. Ça permet à la sage-femme qui va prendre en charge cette patiente de tout de suite savoir peut-être le projet de cette patiente. Autre question, est-ce qu'un autre professionnel de santé, pharmacien par exemple, peut faire un entretien prénatal après une formation? Alors là, je n'ai pas retrouvé les pharmaciens en fait dans les recherches que nous avons effectuées. Je ne sais pas. Là, j'avoue que je ne l'ai jamais entendu finalement de pharmaciens qui ont fait d'entretiens prénataux. Peut-être Anne-Sophie, à ma connaissance, non, mais voilà, pas à ma connaissance. Ouais. Je peux renseigner, je peux revenir vers la personne en me renseignant plus précisément, mais voilà. C'est vrai que c'est un temps de 45 minutes à 1 heure, alors c'est vrai que je ne sais pas si c'est compatible avec effectivement votre temps. On ne t'entend plus, Céline. Ah, pardon. Attendez, non, j'ai rien fait encore. Voilà, je disais que c'était un temps long, donc j'ai du mal à me rendre compte si ce temps de 45 minutes à 1 heure était compatible avec la charge de travail dans les officines, mais ça pourrait être très intéressant, je pense, d'inclure effectivement. Mais effectivement, à ma connaissance, voilà, je
je ne pense pas que les pharmaciens font les entretiens prénataux. Il y a une autre question un petit peu dans le même sens. Quelle est la place de l'entretien pharmaceutique de grossesse par rapport à cet entretien? On fait un point finalement avec les patientes. Alors, si j'essaie de comprendre la question, l'entretien pharmaceutique, c'est savoir ce que la patiente prend comme traitement pendant la grossesse, c'est ça? Est-ce que c'est parce que effectivement lors de l'entretien, on va essayer de balayer un petit peu tous les traitements que prend la patiente pour les guider, notamment dans l'éducation thérapeutique. Hein, c'est aussi dans notre rôle de les guider. Alors parfois, oui. C'est Chloé Delépine qui a posé la question. Alors peut-être qu'elle pourrait expliquer un peu. C'est un point. C'est un point sur la médication et la grossesse. Alors après, excusez-moi, je parlais sans le micro. Chloé Delépine. Il nous a été, en fait, dans le cadre des entretiens pharmaceutiques qui sont en cours de développement dans les officines, a été mis en place un entretien pharmaceutique de la femme enceinte. Donc, moi, je n'ai pas suivi encore cette formation. Le but est vraiment de sensibiliser la femme enceinte sur les médications et l'automédication. Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que si on arrive à... on ne sait même pas que vous l'avez fait. Quand nous, on leur propose, est-ce qu'il va y avoir des doublons et surtout potentiellement des contradictions? Je pense que c'est deux entretiens différents. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de doublons et c'est complémentaire. Bah oui. Je peux peut-être essayer de répondre. Je pense que ça, c'est nouveau et que probablement, on ne l'avait pas forcément prévu. Et donc, je pense qu'effectivement, dans le cadre du suivi et dans le cadre des choses à faire, il faudra peut-être qu'on le rajoute dans notre processus et surtout, on peut toujours le marquer. En attendant, on peut le mettre dans le cahier de liaison. C'est-à-dire que cet entretien, à partir du moment où le cercle de soins est inscrit et où le pharmacien est à l'intérieur, ce bilan peut être mis dans le cahier de liaison et peut être donc visible par tous les autres. C'est un petit peu l'intérêt, en fait. C'est-à-dire que bonne question à adapter dans notre réflexion et à intégrer dans le parcours, je pense. Si je peux me permettre d'intervenir, Françoise Parolini, je suis pharmacienne à Itteville et je fais ces entretiens femmes enceintes depuis 6 mois. On a fait une formation avec quelques préparatrices et c'est un moment qui est très facile à mettre en place et dans lequel nous parlons bien sûr déjà des médicaments et des contre-indications avec entre autres l'aspirine, les INS, l'aspirine à dose supérieure à 500 mg par jour, les INS, les IEC, les sartans. Mais on va également, moi j'aborde l'intérêt de l'entretien périnatal et j'invite les jeunes femmes à y adhérer. On parle de l'entretien également concernant la visite chez le dentiste. On va parler de la coqueluche avec les deux possibilités, soit le cocooning, soit la vaccination de la femme enceinte à partir de la 24 semaines d'aménorrhée. On va parler de la vaccination Covid, on va parler de la vaccination grippe. Donc, c'est un moment important et puis ça renvoie vers les autres professionnels de santé, entre autres le médecin, la sage-femme et le dentiste. Mais ça ne fait pas doublon parce qu'avoir encore trop souvent des ordonnances qui passent entre les mailles du filet et des prescriptions d'INS pendant la grossesse avec des risques dramatiques, des insuffisances rénales, des morts fétales in utero, je pense qu'il faut vraiment faire ce travail-là en complémentarité. Tout à fait d'accord de la complémentarité. Hein. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doublon. Je pense que ça ne peut qu'être une aide. Tous ces sujets-là, on les aborde également dans l'entretien prénatal et lors de nos consultations. Mais c'est vrai que peut-être là, accompagné de pharmaciens, ça va être peut-être beaucoup plus certainement appuyé et peut-être plus détaillé qu'effectivement que ce qu'on peut nous le faire. Mais on l'aborde également aussi. Il faut l'intégrer, il faut qu'on l'intègre dans notre raisonnement et qu'on le mette dans le cahier de liaison. Et ça peut être aussi un bon moyen de faire le lien entre la sage-femme, le médecin traitant et le pharmacien et de d'emblée créer un cercle de soins existant. Et moi, je trouve ça très intéressant.
Très intéressant. On va peut-être On va prendre une encore- dernière Moi, j'aurais question. juste Ouais, voulu une savoir dernière sur- question, voilà. Et Sur après, la on question de continue. Julie, est-ce que Julie peut préciser sa question? Parce que je pense qu'elle parlait surtout des sorties de maternité, Julie. Julie Alors, la Lecourt. Elle peut question, préciser Oui, quelle est la question? la la question première. est, est-ce que ça fait sens que le médecin généraliste fasse l'entretien prénatal? Non, c'était l'autre, celle d'avant. On ne pourra peut-être pas répondre à tout. Non, on Non, va non, prendre non, mais encore la une question Non, d'avant, elle a question. été on y a répondue on y a sur le répondu projet à de celle naissance. d'avant. On prend Et une donc, dernière là, question voilà. et puis Là, on passe on parlait à de la la suite. place, voilà, de la place du médecin généraliste dans l'entretien prénatal, parce que voilà, ce qui est mis, c'est que l'entretien prénatal, c'est idéalement le début de la préparation de la naissance. Et donc, la logique était que ce soit la même personne qui fasse l'entretien prénatal pour adapter la prépa. Alors, c'est certain que ça permet d'adapter aux besoins pour la préparation à la naissance. Cependant, enfin, que le médecin généraliste puisse participer, je trouve que ça a tout à fait son sens parce que il connaît la patiente. Alors, le médecin traitant certainement connaît la patiente depuis peut-être plus longtemps finalement que la sage-femme qui va suivre simplement la grossesse et va suivre au-delà de la grossesse et de l'accouchement la patiente. Donc, je pense que ça a tout à fait son sens. C'est encore une fois, je pense, tout à fait complémentaire. De pouvoir peut-être associer les deux parce que avec l'entretien prénatal, on voit bien au-delà finalement de la grossesse et de l'accouchement, on voit aussi tout le contexte finalement, comme on disait tout à l'heure, social, le contexte familial. Peut-être que le médecin traitant connaît déjà très bien lui-même et continuera finalement de suivre après. Après, c'est vrai qu'a été mis aussi en place un entretien post-natal. Voilà, ça vient d'être mis en place depuis septembre de l'année dernière, effectivement, pour avoir aussi ce lien entre l'entretien prénatal finalement et l'entretien post-natal pour qu'il y ait un suivi. Mais finalement, avec le médecin traitant, il va y avoir forcément ce suivi. Donc, non, je trouve que ça a tout à fait son sens. C'est complémentaire, encore une fois, je pense. Ok, merci. Je propose qu'on passe à l'exposé suivant et puis les autres questions, on verra en fin d'exposé si on a le temps de répondre à tout et on fera peut-être un condensé des différentes questions. Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous. Du coup, je suis le docteur Johanna Brun, je suis chirurgien dentiste aux Ulysses. Moi, de mon côté, je vais vous présenter le lien entre la périnatalité et la grossesse. Donc, déjà, je vais faire un aparté sur ce que sont les pathologies parodontales que l'on retrouve beaucoup chez les femmes enceintes. Donc, ce sont des maladies inflammatoires qui sont souvent d'origine infectieuse, mais pas que, atteignant la gencive et le système d'ancrage des dents, notamment l'os ou le ligament dentaire. Ce qu'on peut voir sur la photographie en haut à droite, c'est ce qu'on appelle une gingivite. Donc, c'est une pathologie des gencives qui est totalement réversible, qui se caractérise par une gencive rouge, sensible, gonflée et qui saigne facilement. Alors, qui saigne au brossage, voire spontanément. Chez la femme enceinte, on appelle ce processus donc la gingivite gravidique. Alors, celle-là, comme je vous disais, elle est réversible, donc ça nous pose moins de problèmes. Mais par contre, quand elle arrive, quand celle-ci n'est pas traitée et que le processus inflammatoire se développe en profondeur et détruit le système d'ancrage des dents, c'est-à-dire que l'os commence à se détruire au fur et à mesure. On observe, nous, de notre côté, l'apparition de poches parodontales liées à l'accumulation bactérienne dans les tissus gingivales. Et par la suite des mobilités dentaires. Donc ce sont des parodontites, ce sont une pathologie qui est chronique et irréversible. Donc cette pathologie, on ne peut plus la guérir, en fait, on ne peut que la stabiliser pour éviter qu'on perde spontanément les dents. Diapo suivante, merci. Donc, comme vous le savez, au cours de la grossesse, chez la femme enceinte, il existe des variations hormonales qui fragilisent le tissu parodontal. Elles sont beaucoup plus sensibles aux gingivites gravidiques, notamment à partir du 2e ou du 3e mois de grossesse. Souvent, chez les médecins généralistes, les sages-femmes, elles peuvent se plaindre de saignement des gencives au brossage. Et ça doit être un signe d'appel sur la présence de ces maladies parodontales. Elles peuvent également se plaindre de douleurs gingivales, d'abcès de mobilité dentaire ou des déplacements dentaires spontanés, comme je vous le disais auparavant.
Chez la femme enceinte, on observe également souvent une hypersialurie, donc une augmentation du flux salivaire, ainsi qu'une acidification de la salive, souvent liée du coup au vomissement et au reflux gastro-œsophagien. Ceci peut entraîner une érosion dentaire et une augmentation des sensibilités dentaires, ce qui peut poser un vrai problème au quotidien. De plus, les habitudes alimentaires donc, sont modifiées chez les femmes enceintes. Elles mangent souvent beaucoup plus sucré. L'hygiène bucco-dentaire n'est pas forcément la priorité. Nous, on observe beaucoup d'accumulation de plaques dentaires au niveau de la gencive, ce qui contribue à l'augmentation du risque carieux et parodontal. On observe également l'apparition de tumeurs bénignes, comme on peut le voir sur la photo à droite, ce qu'on appelle des épulis gravidiques. Ce sont des petites excroissances inférieures à 2 mm entre deux dents qui ne sont pas douloureuses, mais qui peuvent être gênantes. Esthétiquement, voire fonctionnellement, et qui disparaissent souvent spontanément après la grossesse. Donc c'est temporaire. Après, on peut avoir besoin d'intervenir en réalisant une exérèse dans le cas où elle ne disparaît pas ne disparaît pas. Ce qui va être important de comprendre, c'est que la présence d'une parodontite, c'est à la fois une source bactérienne et de médiateurs inflammatoires. Donc les bactéries qui sont logées au niveau de la gencive commencent à partir en profondeur, va dans la circulation sanguine et rejoint en fait soit le foie par voie indirecte, soit la circulation sanguine par voie directe. En passant par le foie, cela crée des médiateurs inflammatoires qui atteint le placenta et qui peut être à l'origine en fait de plusieurs complications au niveau de la grossesse. Notamment, ceci peut entraîner une prééclampsie chez la femme enceinte, voire un faible poids à la naissance lié à l'inflammation du placenta et une diminution des facteurs de croissance. Ça peut entraîner également une altération de l'organogénèse et provoquer du coup des fausses couches et des mortalités ou morbidités périnatales. Mais ça peut également entraîner une rupture des membranes et des contractions utérines précoces et donc un accouchement prématuré. Donc, ce lien est maintenant établi entre donc les complications de la grossesse et les maladies parodontales. Il est donc impératif du coup de dépister les maladies parodontales alors avant la grossesse, ce serait super, mais également en début de grossesse. Il ne faut pas non plus négliger les autres pathologies bucco-dentaires comme les caries qui à terme peuvent créer du coup des rages de dents et des abcès qui ne sont pas liés du coup là aux gencives mais liés plutôt à une infection liée à la carie. Donc les femmes enceintes reçoivent à partir du 4e mois de grossesse un petit papier, donc un examen bucco-dentaire de prévention spécifique pour elles, qui a été mis en place par l'assurance maladie en 2013. Alors normalement, elle le reçoit par courrier, puis il invite en fait à prendre rendez-vous chez le chirurgien dentiste, mais de temps en temps, elles ne le reçoivent pas. Donc elles peuvent aller le rechercher sur leur compte Amélie. L'examen donc, peut être réalisé du premier jour du 4e mois de grossesse jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a très très peu de femmes enceintes qui l'utilisent parce qu'elles ne prennent pas le temps et que la santé bucco-dentaire pour elles n'est pas la priorité. Donc, moi au cabinet, j'en vois assez peu. Seulement 10% des patientes sont concernées. Alors, ce qui est important de savoir concernant les soins dentaires pendant la grossesse, c'est que les soins dentaires ne sont pas contre-indiqués pendant la grossesse, les radiographies non plus, les anesthésies locales non plus.
Elles sont tout à fait possibles. Alors, on évite de soigner hors cas d'urgence au moment du premier trimestre à cause de l'organogénèse. Mais à partir du deuxième trimestre et du troisième trimestre, il n'y a aucun souci pour soigner les dents. Les radiographies, nous pouvons les faire parce que nous utilisons un tablier de plomb qui protège également du coup le fœtus. Et les anesthésies locales, nous avons des garpules anesthésiques qui ont un moindre passage dans le placenta, donc ce n'est pas un problème. Les douleurs dentaires sont souvent résistantes aux antalgiques de palier 1, doivent donc être traitées assez rapidement. Et ça permet également de les voir pour leur donner de multiples conseils sur l'hygiène orale, sur les comportements à risque, donc en complémentarité avec ce que vous leur racontez, l'alimentation et également des conseils concernant le futur bébé, notamment prévenir sur le syndrome du biberon. Donc, pour conclure, les maladies parodontales, notamment la gingivite, sont fréquentes chez les femmes enceintes. Les parodontites et les foyers infectieux peuvent avoir des répercussions très importantes, comme vous avez pu le comprendre, sur la grossesse. Il est important que tous les professionnels de santé qui suivent les grossesses orientent systématiquement les patientes vers le chirurgien dentiste et qu'ils s'assurent que cette consultation a bien été réalisée. Il est important également de rappeler les règles basiques d'hygiène bucco-dentaire, donc c'est-à-dire le brossage des dents matin et soir pendant au moins 2 minutes, avec un dentifrice fluoré, une brosse à dents changée au moins tous les 3 mois, en compensation avec des brossettes interdentaires, un brossage interdentaire que très peu font, de limiter les grignotages et l'alimentation sucrée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, j'ai une question sur le chat. Qu'est-ce que le syndrome du biberon? Alors, le syndrome du biberon, c'est des petites caries que l'on voit chez les enfants quand ils sont tout petits. C'est lié en fait à... les parents donnent le biberon la nuit. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le réflexe de brosser les dents des enfants après d'avoir donné le biberon, sauf que le lait est assez sucré. Donc, du coup, plus il est donné fréquemment et moins la salive a le temps de protéger les dents. Et donc, du coup, ça crée des caries au fur et à mesure. C'est les petites caries noires en fait, qu'on voit chez les enfants et qui sont assez compliquées à soigner, surtout chez les tout petits. Ça vaut également pour l'allaitement maternel. Exactement. Donc, pour pallier à ça, il faudrait... alors, je sais que c'est compliqué, mais il faudrait utiliser la brosse à dents et mettre une petite quantité de fluor après chaque passage du biberon la nuit. Mais je sais que ce n'est pas évident. D'autant plus que la salive, la quantité de flux salivaire est quand même est diminuée la nuit. Donc, on a beaucoup moins de protection que chez les enfants et chez les adultes. Il faut leur brosser les dents à partir du moment où ils commencent à avoir leurs premières dents. Donc, alors, il existe des moyens, donc il existe par exemple des petits doigts en silicone qui leur permet qui permet d'avoir une première approche dans la bouche, avoir quelque chose dans la bouche. Et puis, après, au fur et à mesure, intégrer la brosse à dents doucement avec les poils, avec une tête forcément adaptée pour les petits. Et le dentifrice, alors, il n'est pas recommandé d'en mettre une grande quantité parce qu'ils ne savent pas cracher. Donc, il faut éviter quand même d'en avaler, mais vous pouvez quand même mettre une petite noisette sur la brosse à dents pour qu'ils commencent à s'y habituer. Donc, à partir de 3 ans, 2-3 ans. Voilà. Je propose qu'on passe à l'exposé de Laurence Benedetti. On y va. Donc, bonjour à toutes et à tous. Laurence Benedetti, donc je suis médecin, nutritionniste, micronutritionniste et vice-présidente de la CPTS du Val d'Orge. Donc, diapo suivante. Alors, on s'intéresse depuis quelques années aux 1000 jours. Alors, c'est quoi les 1000 jours?
Pour l'OMS, en fait, c'est la période qui est entre le début de la grossesse et les 2 ans de l'enfant. Et pour d'autres experts, elle débuterait même déjà dès la périconception. Mais en fait, cette période des 1000 jours chez l'enfant est une période qui est extrêmement cruciale et très importante. On l'appelle d'ailleurs la fenêtre d'opportunité ou l'intervalle d'or, car elle a un impact déterminant sur le capital santé de l'enfant en devenir. Et on peut même dire que ça intervient sur l'égalité des chances par rapport à la santé pour l'enfant. Diapo suivante. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, pendant cette période des 1000 jours, est une période d'extrême grande plasticité au niveau des gènes du bébé. Et on va voir que l'alimentation, l'environnement, les habitudes de vie de bébé peuvent moduler l'expression de ces gènes. C'est ce qu'on appelle les processus épigénétiques. Et ces processus épigénétiques sont indispensables à la survie des espèces. Alors, un peu d'histoire. Donc, en 86, le chercheur David Barker a établi un lien entre les maladies chroniques de l'adulte, la malnutrition prénatale et le poids du nourrisson. Et il a soutenu et prouvé que si on se concentrait sur la santé des mères et des nourrissons, ça permettrait de combattre la prévalence des maladies chroniques à l'âge adulte. De ce principe, donc, est né la DOAD concept qui permet d'expliquer justement l'origine des maladies chroniques, que ce soit l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et c'est ce qui rend justement très important ce concept de cette période des 1000 jours. Diapositive suivante. Alors, pour se rappeler un peu ce que sont les processus épigénétiques, ces processus, ils servent à s'adapter favorablement aux facteurs de l'environnement. C'est plutôt une bonne chose que la nature nous offre. Ils ne modifient pas le code génétique, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas ils ne modifient pas l'ADN, l'hélice d'ADN, mais en fait, ils vont modifier l'expression des gènes sur cet ADN par l'adjonction de petites molécules qu'on appelle les méthyles, et c'est ce qu'on appelle la méthylation. Alors, modifier l'expression des gènes, en fait, ça veut dire agir comme des interrupteurs qu'on va mettre en mode on ou en mode off, les empêchant ou pas de s'exprimer, donc empêchant une maladie ou pas de se développer. Et bien sûr, ça va forcément jouer un rôle important sur le risque de développer ou non des pathologies à l'âge adulte. Diapo suivante. Alors, ces méthyles, en fait, c'est pour ça que l'alimentation a une importance capitale, c'est que ces groupements méthyles, ils sont obtenus par des réactions donc, qui nécessitent des donneurs de méthyles et des activateurs de méthyles et qu'on trouve à partir de notre alimentation. Notamment, les donneurs de méthyl, on va les trouver dans les protéines animales riches en méthionine, dans les aliments contenant de la bétaïne et dans les aliments contenant de la vitamine B9, B12, B6. Les activateurs de la méthylation, on va les trouver dans les aliments qui contiennent de la vitamine B2 et du zinc. Et ce qui est important, c'est que l'expression ou la non-expression de ces gènes peut se transmettre d'une génération à l'autre. Diapo suivante. Et du coup, un exemple concret pour illustrer donc l'importance de l'épigénétique sur les générations futures, c'est que pendant l'hiver 44, aux Pays-Bas, en fait, les Pays-Bas ont été affamés par un blocus qui avait été décrété par l'Allemagne nazie, et les mères mangeant en moyenne 500 calories par jour. Ces femmes ont donné naissance à des bébés qui étaient tout petits, et à l'âge adulte, ils se sont avérés plus fréquemment d'ailleurs diabétiques que les autres. Et ce qui a été encore plus étonnant, on s'est rendu compte que eux-mêmes, ces bébés, quand ils donnaient naissance à des enfants, leur bébé était également petit, alors qu'ils avaient grandi dans une certaine prospérité. Donc ainsi, les effets d'une faible nutrition sur ces mamans hollandaises se sont répercutés à cause justement de ces processus épigénétiques sur leurs petits-enfants. Diapositive suivante. Donc, une part importante de ce capital santé va donc se décider avant la naissance. C'est au moment de la gamétogénèse et de la fécondation qu'ont lieu une partie de ces processus de méthylation. Et les semaines qui vont entourer donc justement la conception et les semaines à venir justement pendant les 1000 premiers jours doivent être riches en donneurs de méthyle au niveau de l'alimentation. Donc, la grossesse va constituer évidemment une période de vulnérabilité. Donc, on va essayer de protéger au maximum papa, maman et le futur enfant de toute exposition malencontreuse, que ce soit l'alcool, le tabac, le stress, les perturbateurs endocriniens.
Et s'il est difficile d'agir sur le code génétique, on sait néanmoins qu'il est possible de modifier l'expression de nos gènes ainsi que celle de notre descendance en optimisant notre capital méthyle, notamment dans l'alimentation. Donc, on va avoir une attention toute particulière sur cette alimentation, que ce soit celle de papa, de maman et du futur bébé et ensuite du bébé quand il est né. Alors, la nutrition, elle va avoir un rôle donc primordial. Les études ont montré, donc en particulier, sur le développement cérébral de bébé. On sait qu'une carence en fer chez maman pourrait avoir une influence négative sur les capacités cognitives et motrices du bébé, d'où l'importance de faire des bilans pendant la grossesse et même avant de commencer une grossesse pour savoir si la maman a une ferritine normale ou pas, et pas que la ferritine. Et résoudre les carences en iode, zinc et fer pendant les 1000 premiers jours, on a montré que ça pouvait faire augmenter le QI mondial de 10 points. Donc ça, ce sont des études. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer comme assiette des 1000 jours à papa et maman? Une assiette méditerranéenne, donc c'est l'assiette crétoise, avec une touche d'épigénétique, c'est-à-dire que cette assiette, elle va comprendre des aliments qui seront riches en B6, B9, B12, en bétaïne, en choline, en antioxydants comme le zinc, en oméga 3 et en minéraux, magnésium, calcium, potassium, etc. Diapositive suivante. Alors, on pourrait faire je dirais un diaporama complet sur la diapositive d'avant. Si ça vous dit, on pourra le faire. Mais à retenir, donc 2 choses très importantes, les oméga 3, en particulier le DHA, qui interviennent dans le développement cérébral, nerveux et de la rétine du fœtus. Et ils jouent aussi un rôle très favorable pour limiter la dépression du postpartum chez la maman. Et on prêtera une attention toute particulière à manger donc des fruits et des légumes de saison. On privilégiera bien sûr des produits, plutôt des produits issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée en circuit court pour éviter tous ces problèmes de pesticides. Diapositive suivante. Alors, l'assiette de bébé, donc là aussi, on pourrait faire un diaporama complet là-dessus. De 0 à 5-6 mois, l'alimentation lactée doit être exclusive. Bien évidemment, on essaie de privilégier l'allaitement maternel, donc qui est recommandé pendant les 6 premiers mois. Pourquoi? Parce que ce lait maternel est un lait personnalisé, non allergisant, mais également parce que ce lait maternel va contenir des protéines comme les caséines qui sont calmantes, anti-infectieuses, qui favorisent l'installation du microbiote intestinal de bébé, donc un microbiote riche en bifidobactéries et en lactobacilles. Et on sait aujourd'hui que ces 2 bactéries ont un rôle bénéfique sur la santé et c'est démontré. Ce lait maternel est riche donc en immunoglobuline, donc pour les défenses immunitaires du bébé, en certains glucides comme le lactose bêta qui va avoir un rôle dans l'absorption du calcium pour le squelette de bébé, la constitution des membranes nerveuses du bébé et qui est riche en oligosaccharides, en particulier le HMO, Human Milk Oligosaccharides, qui sont des probiotiques qui favorisent le développement des bifidobactéries du microbiote de bébé et qui sont, pour le coup, présents exclusivement dans le lait maternel. Et également, si maman a une alimentation riche en oméga 3, eh bien, le lait maternel de maman sera également plus riche en oméga 3. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce DHA va avoir une importance fondamentale sur le développement cérébral, nerveux et la rétine du bébé. Diapositive suivante. Alors évidemment, tous les bébés ne peuvent pas être allaités. C'est d'ailleurs le cas de 80% des bébés qui sont nourris avec du lait infantile. Et donc aujourd'hui, le lait infantile, on essaye qu'il se rapproche le plus possible de la composition du lait maternel. Et depuis février 2020, par exemple, tous les laits infantiles doivent contenir des oméga 3, c'est la loi. Diapositive suivante. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, donc pour maman, pendant la grossesse, on sait que le stress s'est associé à un risque accru de déficit cognitif modéré et de troubles du comportement chez le bébé et une susceptibilité au développement de pathologies cardiovasculaires et psychiatriques plus tard dans la vie de l'enfant. Donc, il va falloir essayer de mettre au maximum maman dans un contexte de sérénité.
Et vis-à-vis du bébé, il y a maintenant une méthode donc, qui est le pot à pot, la méthode kangourou, qui est une technique pratiquée à la maternité qui consiste à poser le bébé nu ou en couche dès ses premiers instants de vie sur le ventre nu ou la poitrine de l'un des parents et qui est fortement conseillée et pas que chez les bébés prématurés. Chez les bébés prématurés, on sait que c'est extrêmement important, mais pas que. Diapositive suivante. Donc, cette méthode kangourou, ce pot à pot, il y a 7 bonnes raisons de le pratiquer. Pour maman, parce qu'elle va stimuler la sécrétion d'ocytocine chez la maman et donc favoriser les montées de lait. Elle va favoriser la production d'endorphines qui apaise maman et qui prévient le baby blues. Elle va favoriser la sécrétion d'ocytocine chez les 2 parents d'ailleurs, ce qui renforce l'attachement enfant-parent. Et puis chez le bébé, on sait que cette technique régule le rythme cardiaque car il se cale sur celui de la maman. Ça apaise et rassure le bébé en diminuant sa sécrétion d'adrénaline. Ça permet aussi au bébé de se réchauffer et il y a des études qui montrent que ça renforce son immunité. Diapositive suivante. Alors donc, pour mettre toutes les chances de son côté, donc petit rappel, donc chez maman et papa et jeune enfant, attention à cette période des 1000 jours. C'est une période de vulnérabilité du fœtus et de l'embryon. Donc, on fera attention aux toxiques, alcool, tabac, perturbateurs endocriniens et le bruit. On sait que ces facteurs vont altérer les processus épigénétiques. Et également, la maman lui conseille de pratiquer l'activité physique pendant toute sa grossesse. Donc là également, vous pouvez trouver sur le Vidal des recommandations pour la pratique sportive de maman, parce qu'elle peut pas tout faire en fonction du stade de sa grossesse, mais il faut vraiment qu'elle essaye de faire l'activité physique pendant toute sa grossesse. Non seulement ça va l'aider au niveau de son stress, mais ça améliore, on a montré que ça améliorait les capacités de mémorisation et d'apprentissage du futur bébé. Ça réduit la survenue du diabète gestationnel, de l'obésité, et bien sûr, le sport, on sait que ça permet de diminuer tous les risques de pathologies métaboliques, cardiovasculaires, également du bébé à l'âge adulte. Diapositive suivante. Alors, on sait également maintenant qu'il y a des et c'est prouvé par des études, que le microbiote intestinal du bébé va avoir une importance sur sa santé future. Jusqu'alors, on pensait que l'intestin de bébé était stérile dans l'utérus de maman. Et en fait, de récents travaux ont montré qu'il existait une colonisation bactérienne du liquide amniotique, du placenta et du sang du cordon. D'où l'intérêt que maman également ait un microbiote intestinal qui soit bien équilibré. À la naissance, l'intestin de bébé va se coloniser rapidement à partir des germes d'origine vaginale, intestinale et cutanée de la maman et aussi à partir du personnel soignant qui entoure le bébé au moment de l'accouchement. Diapositive suivante. D'où le fait que le mode d'accouchement va être important. En particulier, on sait que le mode d'accouchement par césarienne qui empêche le contact de bébé avec les flores intestinales et vaginales de maman peut avoir une influence sur justement une implantation moins bonne du microbiote de bébé. Le type d'alimentation après la naissance va avoir également une influence. Bien évidemment, l'allaitement maternel versus lait maternisé sera préférable. On sait qu'un microbiote d'un bébé bien nourri exclusivement au sein sera dominé par donc des bactéries comme les lactobacilles et bifidobactéries qui ont un rôle bénéfique pour la santé future du bébé. Une antibiothérapie administrée à la maman pendant la grossesse ou à l'accouchement ou au bébé à la naissance risque d'altérer également le microbiote. Alors, il y a des solutions à tout ça, bien évidemment. Diapositive suivante. Donc, importance donc, de ce microbiote intestinal pour que ce soit vraiment le premier ami pour la vie. Une dysbio, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal pendant la grossesse de maman, peut entraîner une dysbio chez le nouveau-né. Tout ça, ça a été prouvé par des études et ça peut être responsable de pathologies inflammatoires ou métaboliques à l'âge adulte, donc comme le diabète, l'obésité, l'insulinorésistance. Une naissance par césarienne ou une antibiothérapie pendant la grossesse ou la naissance sont des facteurs connus pour augmenter le risque de développer de l'asthme, de l'eczéma, des allergies, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Au contraire, on a montré qu'un environnement rural où la présence d'animaux de compagnie au contact de l'enfant étaient des facteurs protecteurs
pour éviter certaines pathologies et justement parce que ça favorise une bonne implantation du microbiote intestinal chez le bébé et chez l'enfant. Alors, donc, comme je vous ai dit, il y a des solutions. Donc, chez les mamans qui ont un déséquilibre, une dysbiose pendant la grossesse, on peut leur proposer des probiotiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire un état des lieux, justement, également du microbiote de maman en début de grossesse ou même en période périconceptionnelle. Et à la naissance, chez les mamans qui vont accoucher par césaриenne, on peut proposer ce qu'on appelle le vaginal seeding. Alors évidemment, il faut faire ça dans un cadre respectueux de certaines précautions élémentaires, en fait, je veux dire, d'asepsie. Donc, le vaginal seeding, ça consiste à mettre une compresse stérile dans le vagin de la maman pendant environ 1 heure avant la césarienne, une césarienne programmée, et à la naissance, de badigeonner l'enfant au niveau de sa bouche, du visage et du reste du corps avec le compresse imprégné du microbiote de maman. Et on a montré par des études que ça avait justement une influence importante sur une bonne implantation du microbiote de bébé qui, pour le coup, né par césarienne, était défavorable. Et là, justement, ça la rendait favorable. Donc, quand le projet de bébé arrive, l'importance de la consultation préconceptuelle pour bien aborder les 1000 jours, c'est primordial. Cette consultation, c'est un véritable check-up. Et là, moi, j'insiste sur l'importance de la faire aux 2 parents et pas juste sur la maman. Elle permet de leur apporter toutes les informations utiles pour optimiser leur état de santé et celle du futur bébé et pour favoriser l'installation des processus épigénétiques dans les meilleures conditions. Donc, on peut leur donner des conseils alimentaires, des conseils pour éviter le stress, des conseils sportifs. Enfin, donc c'est extrêmement important et je pense que ça complète ce que notre sage-femme nous a dit tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment complémentaire. Diapositive suivante. Donc, il existe, alors avant de vous remercier de votre attention, il existe une application qui est faite donc par les pouvoirs publics qui s'appelle les 1000 jours. Donc moi, je vous conseille de conseiller de télécharger cette application chez les femmes qui ont un souhait de grossesse ou qui commencent une grossesse. Merci de votre attention et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver toutes les informations sur les sites que vous voyez. Si vous avez des questions, je vois qu'il y en a pas mal. Alors, on a un contre-avis sur l'allaitement avec une préconisation de diversification des 4 mois pour réduire les risques allergisants. Alors, la diversification, l'âge de la diversification, elle est très contestée, ça change fréquemment. Parfois, on nous dit que c'est pas avant 6 mois parce que justement pour éviter tout ce qui est allergie. Moi, je pense qu'il y a un espèce il faudrait trouver un vrai consensus. Mais encore une fois, quand j'ai commencé mes études, on nous disait des choses. Pendant les études, on nous disait d'autres choses. On nous dit encore d'autres choses. Je pense qu'il faut pas, c'est mon avis personnel, il faut pas commencer une diversification trop tôt. Surtout s'il y a dans la famille une atopie familiale. Je me permets juste de répondre à ça puisque c'est moi qui ai posé la question. Les recommandations, justement, elles ont changé en septembre, pas de l'année dernière, mais l'année d'avant. Elles n'arrêtent pas de changer. Elles n'arrêtent pas de changer. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour le coup, là, si elles ont changé, c'est justement parce que ça a été montré que plus on introduisait tôt l'œuf, l'arachide, le poisson, toutes les choses très allergisantes, moins il y avait d'allergie derrière. Après, en tout cas, c'est les recos actuels. Donc, je pense que pour le coup, sur le territoire, c'est important qu'on se fie aux recos actuels. Et si c'est amené à changer parce que la science donnera d'autres informations, on devra s'adapter comme on le fait pour toutes les thématiques en fait, de notre travail. Alors, je suis d'accord avec toi, Julie, c'est-à-dire que les recommandations, elles sont faites pour la majorité de la population, mais encore une fois, on a parfois des biais de recrutement. Et c'est vrai que dans ma patientèle, j'ai beaucoup de gens qui sont atopiques. Et dans les familles d'atopie,
surtout si la maman, elle naît par césarienne et qu'elle n'allaite pas son bébé. Il faut être vigilant et ces recos, elles sont à réviser pour ces patientes-là. Donc c'est le petit dièse que je voulais introduire dans ce diaporama. Parce qu'il faut adapter à sa patientèle. Les recos, c'est vrai pour la majorité de la population, hein, c'est le principe des recos, mais encore une fois, attention chez des cas particuliers et les familles atopiques, il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. D'autres questions? L'OMS recommande 6 mois d'allaitement maternel exclusif. Alors après, effectivement, en termes de diversification alimentaire, je pense qu'il y a d'autres recommandations en parallèle qui se font. C'est pour ça qu'il y a souvent effectivement des difficultés pour introduire ou pas effectivement à partir de 4 mois, mais l'OMS dit bien c'est 6 mois d'allaitement maternel exclusif qui est recommandé. Donc après, en termes de diversification, effectivement, ça va se contredire, mais parce que l'OMS prend en compte en fait les pays les plus pauvres où c'est le plus facile l'allaitement, ce qui n'est pas exactement totalement le cas de notre territoire en termes d'accès à l'eau potable, d'accès aux aliments, etc. Mais bon, c'est pas très grave, on va pas débattre. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est difficile de répondre à cette question. Effectivement, ça change régulièrement et qu'il y a des recommandations contradictoires. Après, effectivement, c'est souvent une discussion avec les patientes, comme disait Laurence, et au cas par cas. Après, si une patiente souhaite un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, on peut leur dire c'est tout à fait possible. Vous ne faites pas quelque chose de mal si vous le faites. Si vous préférez à 4 mois, c'est possible aussi. Voilà. Après, je pense que voilà, il y a pas. Et si la maman a une bonne flore intestinale et qu'en plus elle consomme des oméga 3 et qu'elle allaite son bébé pendant 6 mois, moi à mon sens c'est tout bénef pour le bébé. Hein. Mais voilà. Il y a d'autres questions parce que c'est vrai que ça c'est toujours l'éternelle discussion. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions dans le chat, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, je voudrais vraiment insister sur ces processus épigénétiques qui sont quand même mal connus et sur le fait que cette période, elle est vraiment charnière et on parle beaucoup d'égalité des chances par rapport à l'école, à l'enseignement, etc. Mais l'égalité des chances par rapport à la santé, on n'en parle jamais. Et c'est bien dommage et je trouve que nos politiques, ils devraient commencer par ça parce que, comme on dit, quand on a la santé, il y a quand même beaucoup de choses qui sont plus faciles. Et avoir la santé, cette période, elle est vraiment déterminante. Et très sincèrement, on commence à en parler que depuis 2-3 ans. Et c'est bien dommage parce que c'est une période qui est extrêmement importante. Et je pense qu'il faudrait vraiment développer au grand public cette notion de 1000 jours. Je trouve que c'est vraiment un enjeu de santé publique et que c'est mal mis en avant. Parce que c'est compliqué, c'est vrai que comprendre l'histoire des gènes, de la modulation des gènes, c'est pas toujours très simple, mais pour autant, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour la santé. Merci. Pour conclure sur un autre sujet, on nous demande s'il va y avoir le diaporama qui sera rendu disponible. Alors, il n'y aura pas le diaporama. Par contre, ce webinaire a été enregistré. Il sera sur la chaîne YouTube de l'Inter-CPTS 91, donc il pourra être revu autant de fois que vous le souhaitez. Merci à tous. On a presque tenu les délais, donc on n'a pas beaucoup dépassé. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions qui vous viennent ultérieurement. Christine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que l'idée peut-être, ça serait de dire aux mamans de donner les recommandations parce que c'est obligatoire de donner les recommandations et d'expliquer, on n'est pas obligé de faire un allaitement exclusif, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire de l'allaitement et diversifier quand on veut respecter les recos et que les parents adhèrent. C'est-à-dire qu'il faut donner l'information globale et les parents peuvent aussi décider, mais c'est vrai qu'on peut diversifier et continuer l'allaiter. Et après, chaque soignant doit s'approprier les recos et doit aussi, comme le disait Laurence, regarder en fonction du désir des parents
Et je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre les deux. Ça sera la conclusion. Ouais, moi je dirais que les 1000 jours, c'est pas que l'allaitement, hein. C'est beaucoup plus large que ça. Hein. Oui, c'est plus large de toute façon. Eh ben, merci à tous.